Bonsoir à toutes et à tous et bonjour selon le moment auquel vous m'écouterez. Je suis vraiment ravie de vous retrouver enfin après tout ce temps pour le début de la saison 2 des Dessous de la littérature qui s'amende un petit peu au niveau de son concept puisque nous allons retrouver ensemble les épisodes classiques d'anecdotes que vous connaissez désormais ainsi que des immersions auditives dans des maisons d'écrivains et d'écrivaines que j'ai eu la chance de pouvoir visiter à différentes périodes et que je vais également vous faire découvrir puisque je vous ai emmené avec moi pendant mes enregistrements. Donc voilà, on commence sans plus attendre par le premier épisode avec une petite archive de 1953 pour bien marquer mon retour. Vous écoutez Les Dessous de la littérature, le podcast d'anecdotes littéraires. Je m'appelle Anna, je suis autrice et lectrice passionnée depuis toujours. J'ai créé ce podcast parce que les mots convoquent le réel et participent à le modeler, parce que la littérature est le héros de la société, parce que la beauté mérite d'être célébrée. Et c'est pourquoi je vous invite, avec moi, à plonger entre les hémistiches, à vous laisser submerger par le flot des métaphores, à voguer sur les assonances et à venir vous lever au creux des pages en toute sérénité. Voici 150 ans, Alexandre Dumas naissait. L'auteur des innombrables romans qui vont des Trois Mousquetaires au Comte de Monte Cristo naquit en effet dans une modeste maison de Villers-Cotterêts que l'on peut encore voir aujourd'hui, en 1803 selon le dictionnaire. En 1802, affirme la plaque, et l'acte d'état civil. Après avoir vérifié sur pièce à la mairie cette erreur historique, on pourra, dans le parc du château construit par François Ier, suivre les pas du petit sauvage de Villers-Cotterêts jusqu'à l'étang de la Malva, sur les bords duquel, jadis, il venait jouer, pêcher ou poser ses collets. À l'ombre des futaies, on pourra partager ces rêveries de jeune homme qu'on imagine sans peine, déjà remplis de chevauchés endiablés et peuplés de tous ces personnages, les D'Artagnan et les Aramis, qui n'ont cessé depuis de faire rêver les enfants. On pourra ainsi l'accompagner jusqu'à son départ de Villers-Cotterêts pour Paris, où il devait devenir écrivain parce que, dit-on, et c'est vrai, il avait une belle écriture. De cette écriture devaient naître ces livres qui ont fait rêver des générations et qui continuent. Saluons le père des Trois Mousquetaires qui nous a laissé l'œuvre romanesque la plus volumineuse que l'on connaisse. Ah, l'œuvre la plus volumineuse que l'on connaisse. Et oui, Alexandre Dumas, c'est avec lui que j'inaugure cette saison 2. Ça a également été ma première visite et quelle visite, vous allez le découvrir avec moi. Il faut quand même que je vous plante un petit peu le décor puisque on est en Île-de-France et après un périple en RER plus ou moins tumultueux, on parvient dans une espèce d'oasis de sérénité avec un parc arboré, un cabinet de travail comme vous allez l'entendre et le château de Monte Cristo, qui est, on va dire, une fantaisie architecturale totale qui n'a pas cessé de me surprendre pendant vraiment toute ma visite. Donc bonjour, je suis Frédérique Lurol et je suis directrice du château de Monte Cristo. Depuis longtemps? Depuis un certain temps, oui. Tant mieux, c'est super. En même temps, vous avez un cadre de travail qui est quand même assez exceptionnel. Donc, exactement. On s'attache au lieu, on s'attache au personnage. Et alors moi j'ai une petite question de curiosité, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, en tout cas pas aisément. Pourquoi le château de Monte Cristo et pas d'Alexandre Dumas? C'est lui qui a souhaité l'appeler comme ça ou... Oui, oui, ok. C'est Dumas qui a appelé sa propre maison de cette manière-là. D'accord. En fait il se trouve que quand Dumas a fait construire sa maison, cela suscitait beaucoup de curiosité, d'intérêt. Donc il y avait toujours beaucoup de gens qui venaient le voir. Et un jour une comédienne prend le train depuis Paris, elle arrive au PEC. Et arrivée au PEC, elle demande à un cocher de la mener chez Monsieur Dumas. Et il ne sait absolument pas où habite Monsieur Dumas. Alors il est obligé de demander un petit peu autour de lui. Et les gens autour disent « Mais si, c'est à Monte Cristo là ».
En fait, il y a un amalgame que faisaient les gens entre l'auteur et son personnage. D'accord. Madame Mélingue, qui était donc la comédienne qui venait voir Dumas, le raconte à l'écrivain et il a trouvé ça très drôle et il s'est dit très bien, ma maison va s'appeler le château de Monte Cristo. D'accord. Et de ce fait, le cabinet de travail qui est juste en face, il l'appelle le château d'If. Okay. Voilà, donc là on rentre dans un parc de 3 hectares qui est aménagé à l'anglaise avec des grottes. Oui. On va passer sous une grotte là. Il y a des bassins, il y a des rocailles. Enfin, c'est un lieu qui est aménagé comme c'était en vogue au 19e, aménagé à l'anglaise avec des passages mystérieux. Oui, ça fait très but de Chaumont, etc. Donc, exactement. Okay. Voilà, donc je vous invite à me suivre sous cette grotte. Attention à la tête parce qu'elle est basse partout. Là, vous voyez, il y en a une autre là. Oui. Bon. En tout cas, c'est vrai que c'est magnifique entre les arbres. Et donc, autre petite curiosité, vu que c'était un acharné de travail et tout, moi, j'ai aucune peine à imaginer que c'est aussi lui qui a souhaité l'aménagement aussi du parc. Oui. Mais peut-être que je me trompe, non? C'est ça? Non, c'est bien ça. En fait, Dumas habitait Saint-Germain-en-Laye et c'était un grand marcheur, Dumas, un chasseur et un grand marcheur. Oui. Et un jour, alors qu'il se promène entre Saint-Germain et Versailles, il passe sur ces collines. Alors, il faut faire un effort d'imagination. À l'époque, ces collines sont cultivées avec des vignes et il y a une magnifique vue sur la Seine, juste derrière là-bas. Aujourd'hui, on ne la voit plus parce qu'il y a des arbres, effectivement, mais il y a aussi une urbanisation très intense qui s'est créée dans le temps. Donc la Seine, on ne la voit plus, mais à l'époque, Dumas est totalement sous le charme et il va faire des pieds et des mains pour acquérir tous les terrains qui sont là. Donc les terrains, il y a rien. Il faut juste faire attention à la topographie du lieu et il va demander à son architecte de lui créer un parc à l'anglaise. Il veut des grottes, il veut des bassins, il y a des sources, elles sont naturelles et il veut qu'elles soient toutes captées dans le même sens pour qu'il y ait des petites cascades. Voilà, et c'est ce qu'on va retrouver ici, puisque tout a été restauré tel que on peut imaginer que le parc était à l'époque, sachant qu'il est resté en friche pendant un certain temps, puisqu'il a fallu reconstituer tout ça. Mais ça a été reconstitué selon la topographie des lieux, selon les quelques écrits de Dumas sur son parc, les quelques petites descriptions qu'on pouvait avoir et selon ce qui restait. Donc les grottes celles qui étaient écroulées ont pu être reconstituées, les bassins ont pu être refaits, voilà. On continue à arpenter le parc, vous voyez, il y a des petits passages surélevés. Voilà, alors cette petite promenade au sein du parc nous mène de façon très graduelle, très progressive, aux bâtiments qui ont été construits dans ce terrain. Et là, on arrive au château d'If. Donc le château d'If, c'était le cabinet de travail d'Alexandre Dumas. Yes. C'est une petite maison de poupée qui est tout à fait charmante et qui présente des caractéristiques architecturales très éclectiques, puisqu'il y a des éléments gothiques, des éléments normands, comme vous pouvez le voir là, à l'arrière, avec des colombages. Encore derrière, il y a un balcon qui peut faire penser à un chalet suisse. Et puis vous allez voir, il y a une décoration qui est très, très marquée de son propre vivant, de son vivant. Non, mais il faut savoir s'apprécier. Il s'est mis en honneur. Et voilà, on va voir sur les façades les titres de ses œuvres. Sont gravés. Vous voyez Napoléon là-haut, mais vous allez en voir plein d'autres. Il y en a 88 qui sont gravés sur la. Et puis il y a des personnages aussi qui sont issus de ses œuvres. Des rois, le moine Gorenflot et puis Edmond Dantès, le fameux futur comte de Monte Cristo, qui figure sur la façade. Et puis il y a tout un joyeux carnaval de petits personnages qui sont aussi sur des frises juste en dessous de ce que vous pouvez voir là du clocheton là-haut. C'est un peu difficile de le voir d'en bas, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Dans les feuillages, vous avez des petits escargots, des petites grenouilles, des libellules. D'accord, très art nouveau, ça dans ce sens-là, ok. Proche. Mais il a quand même choisi d'excentrer un tout petit peu son cabinet de travail par rapport à son lieu de vie. Tout à fait. Le but était d'avoir un cabinet de travail isolé, il voulait être vraiment tranquille. Il avait besoin de calme, de sérénité pour pouvoir écrire, pour pouvoir puiser dans son imagination et il avait besoin d'un lieu à part. Et Dumas aimait le bruit de l'eau, donc il était servi. Il avait ces petites cascades. Elles sont naturelles complètement. Et vous allez voir que le château d'If lui-même est sur un bassin. Christine, qui est donc sa première pièce de théâtre écrite tout seul.
Oui, oui. Et, je le décris en même temps, hein, évidemment, puisqu'on sera essentiellement sur du son. Et là, ce sont donc les personnages de ces romans qu'il a fait inscrire à la... Ah voilà. oui, d'accord. Donc, oui, on peut reconnaître le duc de Guise. Et, après, vous avez le moine Gorenflot, situé juste au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée. Sous la fenêtre du rez-de-chaussée, vous avez une ancre de bateau qui est sculptée dans la pierre. Vous pouvez la retrouver également sur le petit pont qui nous permet d'accéder à l'île. Un entrelacement. Voilà. Et puis, alors ça, il faut vraiment faire très attention à ça, parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Au-dessus des 2 fenêtres de l'étage, vous avez 2 sortes de triangles. Et dans ces triangles, vous avez des petits personnages complètement ramassés sur eux-mêmes. Ils ont chacun un livre à la main. Et en fait, c'est Edmond Dantès et l'abbé Faria, chacun dans leur cellule du château d'If. Après, vous avez des bouquets de fleurs. Il a des citations, du coup, ce sont également des citations de ses œuvres. Oui, tout à fait. Sous l'encre de bateau, vous avez une citation en latin. Et puis, alors, en revanche, tout en haut du clocheton, vous avez tout un motif qui est sculpté dans du zinc et du plomb. En fait, c'est un mont qui est entouré de vagues. C'est le Monte Cristo. Oui. Et en dessous, il est écrit, alors ça ne se voit pas quand on est d'ici en bas, mais en dessous il est écrit « Attendre et espérer ». Ce sont les derniers mots du livre « Le Comte de Monte Cristo ». En tout cas, c'est sublime. Je rends grâce à son architecte et à ses goûts. C'est un éclectisme, en fait, très élégant, charmant. Oui, très charmant. Et il y a un petit balcon de pierre qui est très bas. D'ailleurs, il arrive là. Or, Dumas était très grand. Il faisait ma taille. Oui, d'accord. Donc, c'est un petit peu curieux. Mais bon. Est-ce que c'était aussi pour participer au côté élancement de la bâtisse, de faire un balcon avec une rambarde si basse? Ça, je ne sais pas. Ou c'était... À l'époque, c'était les normes et Dumas a dépassé les normes, peut-être. Je ne sais pas. Puis ensuite, vous avez des poutres peintes en faux bois et un plafond bleu. D'accord. Dumas disait qu'il avait un plafond d'étoiles. On n'a jamais retrouvé aucune trace d'étoiles peintes. Donc, bon. Après, on a laissé... Il y a une cheminée qui est sur place, vous allez voir après. La cheminée est restée telle qu'elle. On n'est pas sûr du tout que ce soit la cheminée qui existait à l'époque d'Alexandre Dumas. Sur les plans d'origine, ou en tout cas sur les esquisses. On avait quelques gravures qui permettaient de pouvoir reconstituer ce décor-là. Dumas disait qu'il regardait, quand il était à l'intérieur, il regardait son château à travers des vitres colorées, donc tous c'était des vitraux, et donc ils ont été reconstitués donc en 2016. C'était relativement récent. Et puis c'est vrai qu'on a une très belle vue. Oui. C'est la plus belle vue qu'on puisse avoir. Du château. Du château de Monte Cristo. Avec une très belle marquise aussi, des vitraux. Tout à fait. C'est ses initiales, non? Alors sur les clochetons, vous avez les initiales A et D entrelacées. Oui. Le A pour Alexandre, le D pour Dumas et l'autre D pour David La Pailletterie, qui était le nom de ses ancêtres. Oui. Et puis vous avez son visage qui est sculpté aussi, il est omniprésent. Son visage est sculpté juste au-dessus de en dessous de la marquise, au-dessus de la porte d'entrée. D'accord. Je pensais que c'était le visage qu'on apercevait au centre. Alors, là c'est Homère. D'accord. Tout autour du château, vous allez trouver des visages d'écrivains, et notamment Chateaubriand, Virgile, Goethe, Homère. Voilà, il y en a plusieurs. C'est véritablement un hommage qu'il rend aux écrivains qui lui étaient chers. Il y a donc plusieurs visages d'écrivains qui figurent sur les façades, on les verra quand on s'approchera du château. Et Dumas raconte à un moment donné qu'il lui-même ne figurait pas sur les façades et que c'est un ami, quand il est venu le voir, qui lui a fait cette remarque en lui disant « mais toi tu n'y es pas ?» Et Dumas dit « mais moi je suis à l'intérieur de la maison, je suis là pour accueillir mes invités. » Il aurait changé d'avis après. Bon, je pense que c'est une fausse modestie. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette façade, c'est son raffinement, sa finesse, son élégance. Toutes les sculptures qui y figurent, quand on s'approchera, vous verrez, on peut trouver des bouquets de fruits, des bouquets de fleurs, des oiseaux, des animaux étranges, des personnages mi-anges, mi-végétaux, des salamandres, des instruments de musique, des armures, des armes, enfin c'est très très varié.
Et puis, il y a toute l'âme d'Alexandre Dumas grâce à ses initiales dont on parlait tout à l'heure, son visage sculpté au-dessus de la porte d'entrée et également les armes de sa famille, les David de la Pailletterie, qui figurent entre les deux clochetons. En fait, il y a 3 aigles qui figurent sur ces armes et en dessous, sur un drapé, vous avez la devise d'Alexandre Dumas qui était « J'aime qui m'aime ». Bon, eh bien alors traversons ce charmant petit pont pour accéder au château d'If. L'aide d'Edmond Dantès qui découvre son trésor, on peut le voir juste au-dessus de la porte d'entrée là-haut. Là. Voilà, vous avez un petit personnage dans une grotte et il ouvre un coffre. Histoire de la peinture, histoire de Napoléon, le comte de Monte Cristo. Cool, la niche au chien, ça c'est... Alors la niche du chien, c'est parce que ici dans le domaine vivait un très grand nombre d'animaux. Vous aviez plus de 13 chiens et plus de 13 chats, vous aviez des perroquets, un vautour, des singes. C'était un paradis pour les animaux. Dumas disait qu'il ne pouvait pas vivre, il aimait vivre seul, mais pas sans ses animaux. Sans ses animaux. Bon, du coup, je précise pour les futurs auditeurs que nous avons donc une petite niche, mais en pierre, avec également un chien en pierre en train de ronger son os et l'inscription Cave Canem juste au-dessus. Donc c'est assez intriguant et ça se trouve à gauche d'un petit escalier qui mène au château d'If. Là, on suppose que c'est son chien préféré qui s'appelait Pritchard, qui était un chien de chasse. Qui faisait beaucoup de bêtises, mais qu'il aimait beaucoup. Voilà, donc là on a reconstitué le bureau de Dumas. Nous n'avons pas du tout la certitude que son bureau était placé comme ça, à cet endroit-là, on ne sait pas. Il y a beaucoup de mystères autour de la vie à Monte Cristo. Donc on fait... ce qu'on peut avec les quelques petits éléments que nous avons. Et le bureau que vous avez là n'est pas le bureau, n'est pas le meuble en tout cas, d'origine qui appartenait à Dumas. En revanche, il appartenait à Dumas fils. Puis vous avez un magnifique escalier en fer forgé qui est dans le fond de la pièce. Il est très intriguant cet escalier parce qu'il est très petit, très fin. Or, Dumas était grand. À l'époque, alors l'image qu'on a de Dumas, c'est quelqu'un de très ventripotent, mais quand il était ici, il n'avait pas encore ces dimensions-là, donc ça c'est pas gênant. Mais en revanche, il est très petit, il faut, quand on monte à l'escalier, quand on descend, il faut se pencher vraiment. Donc c'est très étonnant que cet escalier ait été fait de cette manière-là. Et à l'étage, du coup, c'était simplement une vue, un espace un peu de détente et de réflexion. C'était un espace de détente. Il montait à l'étage pour se reposer. Il avait un lit en fer et c'est tout petit, hein, l'étage. Vous voyez déjà, le rez-de-chaussée est de toute petite dimension. C'est vraiment un bureau. Et l'étage est de la même dimension. Oui, c'est vrai qu'au final, de ce que je vois, on n'a qu'une pièce, ou en tout cas une petite, une pièce principale. Bon, en fait, il avait choisi ce domaine-là comme un lieu de résidence, mais c'était une maison de campagne, hein, son souhait au démarrage. C'est vrai que le château d'If répond plus aux critères de maison de campagne par rapport au château de Monte Cristo, qui est déjà plus somptueux. Oui. Qu'il organisait aussi des réceptions et beaucoup de mondanité chez lui, si j'ai bien compris. Oui. Ce qu'il advenait de son vivant du château de Monte Cristo. Souvent, il ne savait pas qui il recevait chez lui, hein, parce qu'il y avait beaucoup de picassiers, beaucoup de gens qui étaient très curieux de le rencontrer. Mais il a aussi fait des fêtes, des repas. Dumas aimait faire la cuisine et il aimait recevoir. Vous avez cette ceinture orientale et ça rappelle le salon mauresque qui est à l'intérieur. Oui, alors c'est vrai que c'est un élément assez intriguant. Mais du coup, j'imagine aussi parce qu'il y avait l'orientalisme qui était très en vogue, ou c'était pour d'autres motifs plus personnels que... Il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement l'orientalisme est très en vogue au 19e. On s'intéresse au voyage, on s'intéresse à l'exotisme, etc. Ça c'est une mode. Bon. Et puis après il y a l'histoire du salon mauresque de Monte Cristo qui est une jolie histoire. En fait, le gouvernement français a souhaité inciter les Français à aller s'installer en Algérie. Pour parler de l'Algérie, eh bien ils se disent que Dumas est le meilleur ambassadeur. Donc ils vont proposer à Dumas de se rendre en Algérie. Et Dumas négocie parce qu'il ne veut pas aller que en Algérie. Il souhaite
faire un long voyage et donc il va aller au Maroc, en Tunisie, de la même manière pour parler de ces pays-là. Et lorsqu'il arrive en Tunisie, il va être le témoin de la création et de la réalisation du mausolée du Beit Tunis et il va tomber littéralement sous le charme de ce type d'architecture. Donc il va ramener les 2 artisans tunisiens qui étaient en train de réaliser ce mausolée. Il les ramène ici, son château, on est en 1846, son château est fini au niveau de l'extérieur, mais il est en cours de création à l'intérieur et donc les 2 artisans vont lui créer ce salon. D'accord. Voilà. Donc c'est pas eux en revanche qui ont fait la petite frise. Ah, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être. Pourquoi pas. Mais je suis pas sûre. C'est ma fibre romantique là qui a voulu y voir une intervention de dernière minute. Il y aurait des décorateurs de théâtre tels Dieterle ou Séchant qui auraient travaillé sur les façades du château de Monte Cristo. D'accord, mais peut-être qu'effectivement cette vrai frise aurait été faite aussi par les artisans. Alors ça c'est effectivement un élément qui pourrait être véridique, mais je n'en sais rien, ça n'est pas dit. On a un beau flou artistique romanesque. Il y a énormément de mystères, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui nous échappent complètement. Donc ça permet de nourrir l'imagination. C'était peut-être une volonté aussi. Il a créé son paradis terrestre, parce que c'est comme ça qu'il le décrivait. Mais en même temps, quand il a dû partir parce qu'il était criblé de dettes, quand il a dû tout vendre, etc., on n'a pas l'impression que ça a été un crève-cœur si énorme que ça. Il est passé à autre chose. C'est très étonnant. On fait le tour, on peut aller voir Châteaubriand. Ah, allons voir Châteaubriand. Là, vous avez Lamartine. Et puis Châteaubriand. Et ensuite, c'est Delavigne, Casimir Delavigne. Oui. Et on en a d'autres tout autour du château. Maître du romantisme. Okay. Et ça, ce sont les créatures imaginaires dont vous me parliez, les petits, parce que ça fait mi-oiseau, mi-dragon, mi-lion. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. De salamandres aussi, peut-être. Pas vraiment ça non plus. C'est pas tout à fait défini. Vous avez des petits diables aussi au-dessus des fenêtres de l'étage, avec des oiseaux qu'on peut voir également sur les côtés. Je ne sais pas si vous en avez un là. Ah oui, voilà. oui, avec les oreilles pointues. Exactement. Maintenant, le diable, c'est peut-être pas ça non plus. C'est des personnages imaginaires. Il est un fait qu'ils ont des bouquets de fruits au-dessus de la tête. L'abondance. Voilà. Super. Ce qui est remarquable aussi, quand vous regardez le décor en ardoise, vous avez des sortes de petits pompons. C'est ce que j'étais en train d'observer. En fait, ça peut évoquer les rideaux de théâtre. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des décorateurs qui avaient participé à la conception de la façade. C'est vrai que, en effet, on se croirait, du coup, dans une version extérieure aussi d'un décor de théâtre à l'italienne avec complètement. Complètement. C'est une maison très insolite, mais tout à fait charmante. Et alors, combien de temps a duré sa construction ? Alors, Dumas a acheté les terrains en 1844 et la date qui figure sur la façade, qui se trouve juste en haut, là, c'est 1846. Donc on suppose qu'en 1846, l'extérieur en tout cas était terminé. On sait que Dumas a pendu la crémaillère en 1947. Donc on peut se dire que la construction a duré 2 ans, 2 ans et demi, ce qui est très court pour une façade comme celle-là. Et ça comprend aussi la construction du château d'If. C'est pas uniquement le château de Monte Cristo. C'est vraiment l'ensemble du domaine, avec la constitution de ces petits bassins, puis le dessin du parc. Voilà, on rentre chez Alexandre. Et donc vous allez voir que les pièces sont très intimistes. C'est une maison avant tout. Vous avez des plafonds qui font pas plus de 3 mètres du tout. Vous avez une succession de petites pièces. C'est très intimiste et les gens, en principe, quand ils viennent visiter, se sentent quasiment chez eux et ont presque envie d'acheter en sortant. Vous avez des tableaux, des gravures, des sculptures. Les représentations de Monte Cristo qui sont de l'époque, on peut en avoir là. Ce sont des gravures qui sont parues dans des journaux, soit l'illustration, là je crois que c'est l'illustration, et là aussi,
Et vous avez la vision d'un artiste sur le château de Monte Cristo, avec évidemment toutes ces sculptures, ces décorations, les animaux qui y étaient, et puis les personnes qui pouvaient y résider avec lui. Et vous avez le château d'If également de l'autre côté, le salon mauresque, le fameux vautour dont je vous parlais tout à l'heure. Où sont les singes? Ah oui, les singes, il y en a en plus à gauche. Oui, sur la gravure. Et là, vous avez, on passe directement à la vente, mais Dumas a été criblé de dettes et il a été poursuivi par ses créanciers. Et donc, il a dû vendre dans un premier temps son mobilier en 1848, donc c'est très rapide. Il a vendu Sacré-Maillard en 47. Donc, 48, il doit vendre son mobilier. Il reloue du mobilier derrière. À l'époque, on loue des meubles. Mais en 49, il doit vendre la maison. Il la vend à un prête-nom. Donc il reste ici, mais il n'est plus propriétaire. Il est locataire. Il est lui usufruit, locataire, oui. Il est locataire. Mais en 51, il s'enfuit, il part définitivement en Belgique. Parce que là, acculé, il ne peut plus faire autrement. Donc il fuit. Donc finalement, il y aura vécu très peu de temps, en réalité. Oui, très peu de temps, mais enfin, sur la totalité, ça fait à peu près 5 ans quand même. C'est pas beaucoup, mais... C'est déjà ça, il a imprimé son âme dans toute cet endroit. Et là, vous avez donc la vente aux enchères du mobilier, donc il marque le mobilier considérable, puis après il y a une description qui est relativement longue, mais... Oui, temps moderne, qu'antique, gothique, Moyen-Âge, Renaissance, oui, donc je comprends l'amoncellement de meubles de salon et de chambre à coucher en acajou, érable, bois sculpté, marqueterie, piano de 6 octaves et demi, meubles de boule, étagères en bois de rose, glace... Les tentures, les tapisseries, voiture dite américaine. Donc ici on parle de ses origines, donc de sa mère qui s'appelait Marie-Laure Labbé, qui était Labouret, qui était fille d'un aubergiste et qui vivait à Villers-Cotterêts. Et son père qui est devenu général dans l'armée, qui a servi Napoléon et puis qui s'en est ensuite un petit peu écarté, qui a été fait prisonnier... Et sur une île en Italie. Il a été assez maltraité, il est revenu en assez mauvais état et il est mort alors que Alexandre Dumas n'avait que 4 ans. Donc ce personnage, cette figure est devenue mythique en fait. Donc il raconte des choses assez étonnantes. Il dit que son père était capable en étant assis sur son cheval, de se suspendre à une branche d'un arbre et de soulever le poids de son cheval à la force de ses bras et de ses jambes. Bon, c'est du Dumas. Oui, c'est le rêve d'un petit garçon qui aurait bien aimé connaître son père. Exactement. Le général Dumas est né à Haïti. Il était le fils du marquis David Labayetterie, qui avait une plantation là-bas, et avec des esclaves qui travaillaient sur la plantation. Et une esclave avait sa préférence, elle vivait dans la maison, et elle s'appelait Marie Cécette. Et on l'appelait Marie Cécette Dumas, parce qu'elle vivait au mât avec le marquis. Quand le général a voulu s'engager, quand il est rentré, lui, en France, c'est le seul enfant à être revenu en France avec son père. Il y en a eu 4 enfants, et ils n'ont pas suivi. Le seul à être rentré en France a donc eu une éducation en France. Et quand il a voulu s'engager dans l'armée, son père, le marquis David Labayetterie, a refusé qu'il s'engage dans l'armée sous son nom. D'accord. Donc le futur général a dit, bien, puisque c'est comme ça, je vais prendre le nom de ma mère. Et voilà pourquoi le nom de Dumas est arrivé. Et c'est la raison aussi pour laquelle Dumas, notre écrivain, tient à avoir les armes de sa famille sur le château, tient à mettre les 2 dés entrelacés sur les armoiries là-haut, parce que si son père n'avait pas fait ce choix de s'engager dans l'armée et de prendre le nom de sa mère, eh bien l'écrivain se serait appelé David Labayetterie. Ses origines sont très, très importantes et très présentes. Ici, on va parler de la généalogie de Dumas. Comme on en a parlé à côté, on a parlé de ses ascendants, on va parler de ses descendants. On parle également des femmes qui ont compté pour lui. Bien entendu, il n'y en a pas... toutes les femmes qui ont compté pour lui ne sont pas représentées là.
On en a choisi certaines. Il y a Marie-Catherine Laure-Labay, qui est ici, qui était une lingère et qui était sa voisine de palier quand il est arrivé à Paris. Elle a donné naissance à Alexandre Dumas fils. Après, vous avez Ida Ferrier, qui est la seule femme qui a réussi à lui passer la bague au doigt, qui a vécu ici avec lui, qui était une comédienne également. Et puis vous avez Belle Crésamner, qui a donné naissance à Marie-Alexandrine, la fille de Dumas. Après, on en a choisi quelques-unes, comme Ada Menken, qui était très jeune et avec qui Dumas a fait scandale parce qu'il a posé avec elle alors qu'elle était écuyère et elle posait avec Dumas avec ses collants d'écuyère. Ça a fait scandale au 19e. Vous avez aussi Marie Dorval ici, qui était une comédienne aussi. Et il y a un très joli petit mot que les amis de Dumas nous ont montré. En fait, il lui propose de venir la voir il y a encore quelques temps avant minuit. Et j'aimerais venir vous voir. Est-ce que je peux frapper à votre porte et venir baiser votre main, puisque je n'ai pas le droit d'aller ni plus haut ni plus bas. Et ça, par contre, en revanche, c'est effectivement plus le type de représentation qu'on a l'habitude de voir tout à fait. Sur Alexandre Dumas, un peu plus âgé, dans un style très formel. Oui. Je vous ai dit qu'il y avait eu Marie-Alexandrine et Alexandre Dumas fils, mais il y a eu d'autres enfants, mais qui n'ont pas été reconnus par Dumas, tout simplement. Nous, on en a compté 8, mais il est fort probable qu'il y en ait plein d'autres. C'est vrai qu'il était connu pour ses passions amoureuses. Exactement. Pléthoriques. Et en fait, il aimait plusieurs femmes à la fois. Il ne pouvait pas quitter une femme, c'était impossible. Donc, c'était plutôt les femmes qui le quittaient parce qu'elles ne supportaient pas la situation. Mais lui, il pouvait aimer plusieurs femmes à la fois. Ici, on arrive dans le salon central. C'est la plus belle pièce du rez-de-chaussée, qui est marquée par des plafonds à caissons, par des personnages qui sont sculptés en ronde bosse au-dessus des fenêtres intérieures, qui peuvent évoquer le théâtre. Et puis, vous avez toutes ces élégantes petites sculptures intérieures qui représentent des feuillages. C'est vraiment un lieu tout à fait charmant. Alors on a imaginé nous que c'était l'endroit dans lequel Dumas recevait, et ça pouvait être la salle à manger. Maintenant nous n'en avons absolument aucune certitude. Il est possible aussi que c'était à côté, on n'en sait rien. Ici on a un dictionnaire de cuisine qui est d'origine, un dictionnaire relié de cuir avec les lettres A et D. Qui sont gravés dans le cuir. C'est une œuvre que Dumas a fait très tardivement. Et le dictionnaire de cuisine est une œuvre assez étonnante parce que c'est vraiment un dictionnaire. Donc c'est classé, les recettes sont classées par ordre alphabétique. Mais vous avez tout le panache d'Alexandre Dumas qui est là aussi. Il s'adresse à son lecteur. Quand il va parler d'une recette sur le lapin, il va expliquer comment il va chasser le lapin, comment il va enlever sa peau, etc. Enfin, c'est toujours plein d'anecdotes, d'histoires. C'est assez. Je savais pas du tout qu'il avait fait. Je savais qu'il était bon vivant, mais je ne savais pas qu'il avait également donné dans l'art culinaire. Oui. Alors, il avait tendance à dire que ce qu'il laisserait à la postérité, ce ne serait que ses casseroles. Fausse modestie, encore une fois. Mais il avait tendance à dire ça. Il était connu pour faire des menus, pour faire la cuisine lui-même. Et quand les gens se pressaient pour venir dîner avec lui, c'était pour profiter autant de sa générosité que de son panache, de toutes les histoires qu'il pouvait raconter. C'était quelqu'un qui était extrêmement présent, mais c'était aussi pour profiter de ses repas qui étaient délicieux. Ça donne envie là comme ça. Ah oui, donc là on a son omelette aux huîtres. Oui. La cuisine des familles, qui date de 1905. D'accord. Ah oui, ils sont immenses. Alors l'omelette aux huîtres, moi ça m'a toujours intriguée. Je n'aime pas spécialement les omelettes et je n'aime pas les huîtres. Mais en fait c'est très bon. Parce que l'huître cuit et donc n'a plus du tout la même saveur et la même consistance que lorsqu'elle est crue. J'étais assez agréablement surprise parce que j'avais peur
Et tout ça d'après l'art culinaire d'Alexandre Dumas. Incroyable. Alors dans cette pièce, on évoque Un petit salon vert olive. Vert olive, exactement. Et dans cette pièce, on évoque le théâtre. Le théâtre, c'est la première forme littéraire que Dumas a essayé. A conquis aussi, hein, Donc, lorsqu'il arrive à Paris, Dumas est embauché par le duc d'Orléans et il est copiste. Il s'ennuie terriblement, mais le soir, il va au théâtre et puis il lit énormément et il va se forger sa propre culture qu'il n'avait pas. Parce qu'à Villers-Cotterêts, lorsqu'il était enfant, il aimait mieux aller chasser dans la forêt plutôt que d'apprendre sur les bancs de l'école. Et en revanche, ce qu'il apprend, c'est qu'il apprend bien à écrire. Il a une très belle écriture et c'est pour cette raison-là qu'il va pouvoir être embauché comme copiste. Et donc Dumas va beaucoup au théâtre et un jour il se dit je vais me lancer moi aussi. Et c'est là qu'il va commencer sa nouvelle carrière littéraire en écrivant des pièces. Il est reçu assez vite, vous parliez de Christine tout à l'heure, c'est effectivement ça. Et puis avec Henri III et sa cour, il va recueillir un succès écrasant et il ne va plus jamais quitter cette voie. Donc dans cette pièce on évoque effectivement un certain nombre de pièces, des acteurs qui ont pu jouer dans ces pièces, donc Mademoiselle Mars ou Firmin ou Mélingue. Oui, puis c'est vrai que hier j'ai justement lu le petit passage sur sa présentation à la Comédie Française et c'est vrai que bon, maintenant, avec un recul, et puis surtout en regard anachronique de la postérité, on se dit bien sûr, mais étant donné qu'il n'était connu de personne, il a eu un culot, et puis à raison d'ailleurs, mais un culot incroyable de suite viser la plus haute instance théâtrale de France. C'est quand même assez... Puis c'est amusant parce que ça veut dire qu'à l'époque, c'est l'auteur lui-même qui vient lire sa pièce. Donc il la lit, mais quelque part il la joue. Enfin, je suppose, je vois pas autrement. Il y a des dialogues en permanence, donc il la joue quelque part. Enfin, bien sûr. Mais j'aurais aimé être une petite souris à l'époque pour pouvoir assister à ça. Pour voir, Puis c'est vrai que les acteurs avaient un pouvoir immense de vie et de mort sur l'œuvre des différents auteurs. Donc ça, c'est vrai que... Mademoiselle Mars était réputée pour changer des tirades. Elle l'a fait avec Victor Hugo, elle l'a fait avec Dumas. Et comme ils étaient en fait associés au théâtre et que seuls ces acteurs-là pouvaient jouer les pièces, les auteurs n'avaient pas le choix. Et parfois, Mademoiselle Mars apparemment voulait absolument jouer le rôle d'une jeune première alors qu'elle ne l'était plus. Et c'était très difficile pour l'auteur d'essayer de faire comprendre que non, c'est pas cette actrice-là qu'il faut, c'est une autre. Écrivait donc pour le théâtre et puis il a écrit aussi, il était reporter, il a fait beaucoup de critiques dans les journaux, il était embauché par la presse pour faire des commentaires sur d'autres pièces de théâtre et puis au fur et à mesure du temps, Dumas s'est mis à publier ses propres romans sous forme de feuilletons dans la presse. C'était une manne pour tout le monde. Pour lui, parce qu'il était payé à la ligne, 1 franc ou 1 franc 20. Et pour les directeurs de presse, parce que, comme Dumas arrive à faire des feuilletons qui donnent envie de connaître la suite, ça fidélise le public qui se précipite dans les kiosques pour avoir la suite. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc là, on a quelques petits éléments. Puis Dumas, ensuite, a également créé ses propres journaux, comme le Monte Cristo, comme le Mousquetaire, comme le D'Artagnan, qu'il a fait lui-même. Comme ça, il n'a pas de patron au-dessus de lui, il fait ce qu'il veut. Dans cette pièce, on évoque le roman. Il faut savoir que Dumas écrit en parallèle pour tout. C'est-à-dire qu'il écrit des pièces de théâtre, mais aussi des romans, et aussi des nouvelles, et aussi des poèmes, et aussi... Enfin, il n'arrête pas. C'est vraiment un fou de travail, c'est hallucinant, une force de travail incroyable.
Bien sûr qu'il a des collaborateurs, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il réécrit par-dessus. C'est un travail vraiment considérable. Donc dans cette pièce, on évoque le roman, c'est ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est ce qui a le plus traversé le temps. Ceci dit, quand on se rapproche de la vitrine qui est là et qu'on regarde tous les titres qui sont inscrits, il y en a un certain nombre qu'on ne connaît pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus édités. Alors pourquoi ils ne sont plus édités ? Parfois parce qu'ils ne sont plus adaptés au temps d'aujourd'hui, d'une part, ou alors ils sont trop longs, ou alors les thématiques ne sont plus adaptées non plus. Mais quand même, il y en a quand même encore beaucoup. Dumas faisait partie des gens qui permettaient aux personnes d'avoir une vision sur le monde, puisque lui, il voyageait et il racontait ses voyages, parce qu'il voulait vulgariser l'histoire, donc il la racontait à sa manière. Le collier de la reine, par exemple, il raconte un fait qui a existé. Oui. Bien sûr, il rajoute des personnages, etc. Il romance tout ça, mais ça permet de vulgariser l'histoire, comme il le disait. C'était Michelet, je crois, qui disait qu'il avait permis de découvrir bien plus l'histoire, enfin de faire découvrir l'histoire bien plus à la population française que les historiens eux-mêmes, en fait. Exactement, exactement. Mais c'est rigolo parce que finalement, ça s'inscrit aussi... Enfin, moi, je n'avais pas forcément vu l'œuvre d'Alexandre Dumas par le prisme de la vulgarisation historique. Et finalement, on peut faire aussi un parallèle avec les autres auteurs de son siècle, entre Balzac, Zola, etc., qui ont chacun un grand projet englobant pour chacune, enfin finalement, dans laquelle chacune de leurs œuvres vient s'insérer. Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait un côté un peu panoplie, ou non, pas panoplie, c'est pas le bon terme. Collection ou thématique, en tout cas une pléthore d'œuvres qui toutes répondent un petit peu au même projet d'envergure. Alors ici on arrive dans la salle qui est consacrée au voyage. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Dumas est un reporter, c'est un journaliste. Il part à l'étranger très régulièrement, il s'intéresse à la population, il s'intéresse à son histoire, aux légendes, à la cuisine, aux costumes. Et Dumas est très connu pour justement écrire ses impressions de voyage. Donc il va partir en Espagne, en Italie. En Italie, il va même y vivre pendant un certain temps. Il va partir en Russie, ce qui est un voyage extrêmement long et compliqué. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, donc le gouvernement lui demande d'aller en Algérie pour faire un reportage sur l'Algérie et inciter les Français à aller s'y installer. Et lui, en passant en Tunisie, va ramener les 2 artisans tunisiens qui étaient en train de construire le mausolée du Bétunis. Donc on a le Salon Mauresque qui est ici, qui est une pièce totalement authentique, qui a été créé par ces artisans tunisiens et qui a été restauré par des artisans marocains en 1985. D'accord. C'est le roi Hassan II qui a offert sa restauration en envoyant deux artisans marocains pour restaurer dans les règles de l'art ce salon. Les marques de Dumas sont toujours présentes. On a au-dessus de l'arc que vous avez là, vous avez les initiales A et D entrelacées en lettres dorées. Vous allez les retrouver au-dessus de la fenêtre côté-ci. On dirait presque de la dentelle architecturale finalement. C'est ça. Et là, c'était finalement ça avait vraiment une vocation de salon, ou il avait fait un... Il pouvait s'y reposer, il pouvait recevoir, il pouvait faire des séances de spiritisme, on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai que le spiritisme aussi était très en vogue au 19e. Avec de très beaux vitraux également. Oui, les vitraux sont splendides. Juste, j'ai une petite curiosité. Ça, ce sont, j'imagine que c'est des reproductions, mais de sa calligraphie. Donc effectivement, on voit qu'il a une calligraphie très belle écriture, extrêmement fine et régulière. Tout à fait. Il n'était pas gaucher. Là, vous avez son passeport. Alors, il est amusant, son passeport, parce que il est conséquent, on voit la dimension du passeport. C'était en taille A3. En taille A3, oui, tout à fait. Et puis, il remplissait lui-même les choses. C'est-à-dire que sur le côté, on donne son âge, sa taille, etc. Et c'est lui qui a rempli
au niveau de son âge. Il a marqué 44 ans, alors que quand on regarde la date, il en avait 46. Bon, c'est une ancienne une méthode vieille comme le monde de se rajeunir un petit peu. Mais c'était valable 1 an, c'était délivré pour 1 an, donc il fallait le renouveler à chaque fois. Oui, le vélos. C'est vrai que ça doit être... là comme ça, j'ai pas forcément eu Je l'avais pas associé à des récits de voyage, mais ça doit être extraordinaire à lire aussi. Puis il doit avoir un sens de l'anecdote en voyage et une retransmission qui... Alors moi j'ai lu en Russie justement, celui-ci je l'ai lu. Et alors vous avez des descriptions de paysages, des descriptions des villes qui sont assez intéressantes. Après vous avez effectivement les légendes, les grands personnages historiques. Donc là il va parler de grands personnages historiques, mais c'est un petit peu long quand même, faut pas se leurrer, c'est quand même un petit peu long, mais c'est extrêmement intéressant et je comprends que les gens de l'époque, en découvrant ça, chapitre après chapitre, se soient passionnés et ça leur a fait une ouverture sur le monde grâce à ces écrits. Oui, puis quand c'est sous forme de feuilleton, on peut le laisser de côté, on peut y revenir, sans du tout moins les longueurs que... Tout à fait, que lorsque c'est sous forme de livre, complètement. Voilà, dans cette pièce, on évoque la mort d'Alexandre Dumas, avec les hommages qui ont pu lui être rendus. Dumas est mort en 1870 à Puy, près de Dieppe, chez son fils. On est en 70, donc c'est la guerre en France contre la Prusse, et il n'a pas pu être enterré tout de suite à Villers-Cotterêts. C'était son souhait. Donc il a été enterré plus tard à Villers-Cotterêts, puis en 2002 il est rentré au Panthéon. Il est passé par ici, il a passé une nuit ici, et puis ensuite il est rentré au Panthéon. Donc Dumas, même à travers la mort, a continué à voyager. C'est assez joli. Ainsi s'achève le premier épisode de la saison 2 qui, je l'espère, vous aura fait voyager à peu près autant que moi et manifestement autant qu'Alexandre Dumas. J'en profite aussi pour adresser mes plus sincères remerciements à l'équipe du Château de Monte Cristo pour son accueil et son temps et cette visite fabuleuse. Et à vous, chers auditeurs, je vous adresse une invitation à me rejoindre bientôt pour la reprise des anecdotes littéraires. Portez-vous bien, littérairement votre.